Alors, qu'en est-il justement des pratiques du numérique en MSP? On va parler téléexpertise, espace santé avec deux représentantes d'ESEA. J'appelle Nathalie Afonso, directrice de projet télésanté, et Caroline Rouchot-Stretcher, chef de projet Mon Espace Santé. Alors, on va découvrir votre opérateur, ESEA, qui nous assure donc l'e-santé en action. C'est l'agence de référence en région pour toutes les questions du numérique et santé, télémédecine, téléexpertise, cybersécurité. Enfin, faites plein de choses. On fait plein de choses, en effet. On va vous écouter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nathalie Afonso, comme présentée, directrice de projet télésanté. Je suis accompagnée de Caroline. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de télésanté, avec un focus sur la téléexpertise, et de Mon Espace Santé. Vous connaissez bien l'ARS pour la plupart. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter ESEA, qui est donc l'opérateur préférentiel sur tout le numérique en santé de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. On va rentrer un peu plus dans le détail. Qui nous sommes? On est un groupement d'intérêt public, un GRAD, plus communément appelé, donc Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-Santé. Et nous sommes, comme je vous le précisais, l'opérateur préférentiel de l'ARS sur ces sujets-là. Nos missions principales, c'est d'assurer la déclinaison de la feuille de route nationale du numérique en santé sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et notre mission qui est d'intérêt général, c'est d'assurer le développement des services et des usages de la e-santé pour améliorer la coordination. C'est un sujet qui revient beaucoup depuis ce matin. Et des soins et bien sûr le parcours des patients. Pour faire ça, on a un accompagnement de proximité. C'est vraiment quelque chose pour nous qui est essentiel, être en proximité des acteurs de la santé via 3 directions territoriales, une implantée sur Bordeaux, une implantée sur Limoges et une implantée sur Poitiers. On est plus ou moins 140 collaborateurs maintenant à ESEA. Ça fluctue en fonction des arrivées et des départs. Et nous accompagnons environ plus de 50 000 utilisateurs inscrits sur les services e-santé régionaux que nous portons aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Si on revient un petit peu plus sur nos missions, on a donc comme mission de promouvoir et de développer les usages de la e-santé en Nouvelle-Aquitaine auprès des acteurs sur les terrains. Et donc notre expertise e-santé, elle est à but de conseil, de formation auprès des professionnels. On anime aussi et on fédère les acteurs de la région autour de la stratégie régionale e-santé. L'intérêt, c'est de favoriser l'usage des services du numérique en santé et d'accompagner les acteurs au changement, parce qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas forcément bien appréhendé encore par tous, et notre travail, c'est de vous accompagner et de le promouvoir. Et bien entendu, après, on favorise les initiatives territoriales, parce que bien sûr, c'est vous qui prenez en main les outils de e-santé, et quoi de mieux que de partager votre retour d'expérience. On accompagne aussi bien les professionnels libéraux que les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements sanitaires, qu'ils soient publics ou privés, les structures d'exercice coordonné, les MSP, les CPTS, les structures d'appui à la coordination, les DAC-PTA, ainsi que plus globalement le grand public, les patients et les usagers de la santé. Le bouquet de services que nous portons, c'est un bouquet de services qui se base sur des référentiels et des services socles, les référentiels type RPPS, mais aussi les services socles comme Mon Espace Santé, le DMP, Mon Espace Santé que Caroline présentera un peu plus en détail tout à l'heure. Nous avons un socle de services adressé aux citoyens. On retrouve Mon Espace Santé et Mon Compagnon. On a aussi des services qui sont adressés plutôt cette fois-ci aux professionnels de santé, comme Paco Globule, peut-être que certains connaissent déjà dans la salle, l'outil de coordination. Et on a aussi toute une partie formation et partage. Ce matin, on a parlé beaucoup de formation auprès des étudiants, auprès des professionnels de santé. Donc sachez que de notre côté aussi, nous portons un service de formation, de e-formation, la plupart du temps, de e-learning, qui est à votre disposition, bien entendu, totalement gratuit. Et derrière, notre travail, c'est d'accompagner les acteurs qui le souhaitent autour aussi des dispositifs d'appui qui existent, des dispositifs d'appui financiers. On va faire un petit focus sur ce qui, moi, m'intéresse le plus, la télésanté. Alors, pour commencer, un rappel sur les définitions. La télésanté, en fait, c'est l'ajout en fait, de 2 activités, l'activité de télémédecine et l'activité de télésoins. La télémédecine, c'est ce qu'on appelle toutes les activités de santé qui mettent à distance, en fait, qui mettent en tout cas à distance un professionnel de santé en lien avec un patient. Ici, on parle d'un professionnel médical, dans tous les cas, un médecin, sage-femme, chirurgien, dentiste, qui va donc être en relation à distance avec son patient, qui peut être accompagné ou non d'un professionnel de santé.
On a ensuite le pendant en fait de la télémédecine qui s'appelle le télésoin. C'est une activité très récente dans le Code de santé publique. C'est post-Covid en fait. Post-Covid, le télésoin est apparu dans le Code de santé publique pour marquer en fait toutes les activités qui ont été mises en place rapidement par les auxiliaires médicaux et les pharmaciens dans le cadre de cette crise sanitaire. Le télésoin, c'est le pendant de la téléconsultation pour les professionnels médicaux et c'est ce qui permet à un auxiliaire de médecine ou un auxiliaire médical ou un pharmacien d'être en relation à distance avec son patient. Quand on rentre un peu plus en détail sur la télémédecine, on retrouve 5 actes de télémédecine. Le premier, c'est la téléconsultation. C'est celui, je pense, qui est connu par tous les professionnels de santé et les usagers aujourd'hui. C'est un patient, accompagné ou seul, qui va, via une visio, être en relation avec son médecin. On a ensuite ce qu'on appelle la téléexpertise. On va faire un focus plus en détail juste après. C'est lorsqu'un professionnel de santé, par le biais d'un outil sécurisé, va demander conseil à un professionnel médical dans le cadre de la prise en charge de son patient. On retrouve ensuite un troisième acte de télémédecine qui s'appelle la télésurveillance médicale. Ici, nous avons un patient qui, via un dispositif médical numérique, va transférer des données. En tout cas, ce dispositif va collecter de la donnée de santé qui sera partagée avec le professionnel médical qui suit ce patient. Et ce professionnel va pouvoir réinterpréter au fur et à mesure la prise en charge de son patient et réajuster, par exemple, le protocole de soins qu'il a mis en place. On a ensuite ce qu'on appelle la téléassistance médicale. C'est peut-être l'acte qui est le moins bien connu aujourd'hui, c'est l'acte de niche, je dirais, au niveau de la télémédecine. La téléassistance médicale, c'est lorsqu'un médecin est accompagné en visioconférence par un de ses confrères dans le cadre de la réalisation d'un acte technique. Je pense par exemple en chirurgie ou ça va être pendant une consultation avec son patient. On peut parler de pansement aussi. Et le docteur Gaston, exactement, vous avez peut-être vu passer l'article, qui nous a fait un superbe exemple de téléassistance, ou même plus, plus poussé même. On n'est plus sur de la téléassistance, là on va être vraiment sur de la médecine à distance. Et pour terminer, on a le dernier acte de télémédecine, mais je pense qui est le plus ancien et qui est connu par tous, c'est l'appel au centre 15, la régulation médicale. Il faut savoir que pendant longtemps, cet acte de télémédecine était le seul à être décrit dans le Code de santé publique. La téléconsultation, la téléexpertise, télésurveillance et téléassistance, c'est très récent au niveau des activités de prise en charge des patients pour les professionnels de santé. On va faire un focus sur la téléexpertise. Alors, là, vous avez les 4 grandes étapes de la téléexpertise, ce qu'on considère être les étapes très importantes de mise en place de la téléexpertise. La première, c'est toute la partie demande de téléexpertise. En filigrane, derrière toutes ces activités de télémédecine, il y a bien entendu le consentement patient, la relation avec le patient. On n'est pas sur une médecine ou en tout cas une télésanté au rabais, on est sur du soin à distance, mais qui inclut bien entendu le patient et qui va rechercher son consentement. Donc lorsque l'on souhaite faire une téléexpertise, un requérant, c'est-à-dire c'est celui qui va avoir besoin d'aller demander conseil à un professionnel médical, ça peut être un infirmier, ça peut être un autre médecin, ça peut être un pharmacien, ça peut être un kinésithérapeute. Tout professionnel de santé, quel qu'il soit, peut avoir besoin à un moment donné d'avoir une expertise. Celui-ci va demander le consentement du patient, va formuler sa demande en recueillant tout un tas de données, de documents qui vont permettre à l'expert de rendre un avis. Et ensuite, il va transmettre cette demande par un outil sécurisé à un professionnel qu'on appelle requis, professionnel médical. On est maintenant dans la deuxième partie, la validation et la réalisation de l'acte. Le professionnel médical reçoit la demande, va l'interpréter, il va pouvoir peut-être poser des questions complémentaires au professionnel requérant, et une fois qu'il aura étudié la demande, il va pouvoir rendre son avis. Pour rendre son avis, on est dans la troisième partie, il écrit donc le compte-rendu de cette téléexpertise. Il va répondre à la question qui lui a été posée, il va partager un protocole de soins potentiellement, et il va ensuite rendre cet avis, partager ce compte-rendu avec le requérant et avec potentiellement le médecin traitant. Ce compte-rendu, typiquement, il est versé aussi dans Mon Espace Santé sur le DMP du patient. Et pour terminer, nous avons la dernière étape, mais pas des moindres, la régularisation administrative, ou plus communément appelée la valorisation de l'acte. Comme vous le savez, pour certains requérants, certains professionnels de santé et certains professionnels médicaux, cette activité est valorisable. Lorsqu'on regarde, en fait, aujourd'hui, la télésanté, ça se base sur des TIC, des technologies de l'information et de la communication, mais ça se base aussi sur une organisation
professionnels. Et lorsque l'on découpe un petit peu les prérequis pour nous qui sont indispensables dans la mise en place d'une activité de télésanté, quel qu'il soit, on a fait un petit focus juste avant sur la téléexpertise, mais on peut utiliser ces prérequis pour toutes les activités de télésanté, quelles qu'ils soient. On retrouve d'abord une organisation technique qui est à mettre en place avec le choix d'un outil qui va nous permettre de faire de la téléconsultation, de la téléexpertise, le matériel informatique qui va bien. Pour la petite anecdote, on a accompagné il y a très récemment un établissement de santé qui malheureusement avait quelques problèmes de réseau. Et donc on ne dirait pas comme ça, mais la 5G n'est pas disponible partout encore en France. Donc c'est pas si facile que ça. Une fois qu'on a vérifié que notre organisation technique était bien, était mise en place, répondait à notre besoin, on va passer sur l'organisation humaine. Pour moi, c'est le fondement de l'activité de télésanté. On est dans de la santé, on est dans de la production de soins et l'organisation humaine des professionnels de santé derrière va assurer la bonne mise en place de ces activités. Et puis pour terminer, bien entendu, on fait attention qu'on soit conforme à toute la partie réglementaire. On le répète assez souvent. Tout ce que je viens de vous présenter est disponible et accessible sur notre site internet. On a créé une page spéciale dédiée à la télésanté. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations que je viens de vous partager et puis l'offre d'accompagnement d'ESEA aussi, spécifiquement autour de la télésanté, sur notre site internet télésanté.esea-ana.fr ou en flashant le petit QR code. Merci. Comme on l'a vu, certains actes nécessitent aussi qu'on dépose des documents donc, dans l'espace personnel du patient. Donc, vous connaissez certainement le dossier médical partagé. Et on parle aussi santé des soignants aujourd'hui, puisque les actes de prévention, ils s'appliquent également pour vous. Hein. On est parfois mal chaussé. Docteur House, c'est pas mal. Mon espace santé, donc, est-ce que dans l'Assemblée, certains l'ont déjà activé pour eux-mêmes et le connaissent. Ok, donc un peu initié. Et parmi les rubriques, donc, France Asso Santé au niveau national y a largement contribué aussi, puisque donc, c'est un outil qui est co-construit aussi avec les représentants d'usagers. Et c'est également un héritage de la loi Kouchner pour que le patient ait accès à ses documents de santé. Donc un espace de confiance personnelle qui fait l'objet d'un gros travail en termes de sécurité des systèmes d'information pour garantir une robustesse du dispositif, un hébergement qui garantit justement, parce qu'au regard le numérique en santé, hein, on l'évoque aujourd'hui dans une journée innovation sur exercice coordonné, c'est aussi permettre de simplifier pour le patient comme pour le professionnel, même si à ce jour c'est vrai que c'est un petit peu lourd avec des clics en plus. En tant qu'usager, en tout cas, on y voit tous un intérêt incontestable. Donc, un dispositif robuste qui permet le partage fluide et sécurisé des données de santé et mieux prévenir, mieux soigner, puisqu'il y a 4 donc, grandes fonctionnalités, dont une dernière proposée par l'assurance maladie depuis avril 2024, qui est un agenda prévention. Peut-être que c'est en ce sens on va faire un focus aujourd'hui. Donc, le profil médical, c'est la même brique, c'est le DMP, le dossier médical partagé que vous avez déjà connu, dans lequel le patient va pouvoir, pour le coup, renseigner des éléments tels que ses allergies, éventuellement y renseigner ses directives anticipées. On a parlé tout à l'heure du rôle de l'aidant aussi, lorsqu'on est en plus dans un virage domiciliaire avec des soins ambulatoires. Il y a aussi cette démarche, comment la famille et les tiers sont de plus en plus impliqués dans la santé et dans la maladie de certains de leurs proches aussi. Donc quand on n'est pas en capacité, faut-il qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement au numérique, ça on en parlera un peu plus tard dans la présentation, mais au domicile, avoir tout disponible en un même endroit, c'est quand même une grande plus-value. On a parlé tout à l'heure charge mentale, mais plutôt recrutement d'assistants médicaux. Vous verrez, vous aussi, dans la prise en main de l'outil sur le temps long, seul le temps fera la promesse et la preuve surtout de son utilité. C'est peut-être le temps gagné plus tard et un colloque singulier de meilleure qualité aussi, quand le patient aura plus besoin de décrire trop les errances diagnostiques, les différents sites de consultation et la molécule de façon approximative, sachant qu'on n'est pas forcément professionnel de santé. Une messagerie sécurisée également disponible. Donc là, à ce stade, vous avez peut-être parfois besoin d'échanger avec un patient directement. Et auquel cas, c'est
souvent sur des canaux non sécurisés à ce stade. Donc, la messagerie sécurisée citoyenne permet justement d'avoir un espace de confiance. Et en amont d'une hospitalisation, vous allez adresser par exemple à un confrère, un patient, mais qui nécessitera d'avoir des échanges en direct. C'est quand même le seul moment où on a une garantie que les éléments ne soient pas violés. Donc, on porte également un catalogue d'applications. Il y a notamment Doctolib aujourd'hui présent qui est dans le stand à l'accueil, mais ce n'est pas seulement ces applications-là, c'est surtout des portails de préadmission ou encore, surtout, des documents dans le cadre de pathologies chroniques, et on a évoqué ALD, patients chroniques, ou alors dans le cadre de l'ETP, les patients partenaires peuvent contribuer justement derrière un catalogue d'applications à référencer les initiatives portées pour qu'on ait aussi ce sentiment de réassurance au domicile du patient. Le patient pourra consulter des applications qui, à ce stade, ne remontent pas de la donnée de santé via Mon Espace Santé. C'est la feuille de route portée par la CNAM pour que ce soit potentiellement courant 2025 le cas, pour que ces applications justement facilitent le quotidien. Et patients diabétiques, où actuellement on expérimente justement en Nouvelle-Aquitaine 3 expérimentations en pathologie chronique que sont l'insuffisance rénale, le diabète et la pathologie de Parkinson, pour justement voir la plus-value de l'outil pour le patient à son domicile et surtout avec l'équipe de soins. Savoir en termes d'ergonomie, quelles seraient les évolutions à apporter, quels aussi sont les éléments qui ne sont pas du tout utilisés dans le cadre de la prise en charge individuelle et ce qui pourrait être ajouté. Vous aussi, en tant que soignant, n'hésitez pas à nous faire vos remontées parce qu'on a cet accompagnement en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est le cas au niveau national. Donc on peut proposer des évolutions sur l'outil et qu'ils correspondent davantage à vos attentes aussi, en tant qu'usager, mais aussi en tant que professionnel. Et donc la dernière partie qui porte davantage sur la prévention. Un agenda prévention qui propose justement le rappel des dépistages organisés. Donc en ce mois d'octobre rose, on a notamment le cancer du sein, mais également donc, le dépistage du cancer colorectal et aussi du col de l'utérus. Et on est tous frères ou sœurs de quelqu'un qui pourrait être concerné ou enfant. Donc on a aussi ce rôle, même si vous le faites auprès des patients que vous accompagnez, ces actes de prévention qui parfois ne sont pas dans le forfait et c'est aussi du temps homme que vous consacrez. Il y a aussi cette possibilité pour le patient d'être plus acteur et en connaissance des grands temps forts sur ce pouvoir d'agir sur sa propre santé. Donc c'est aussi le rappel des vaccinations. Vous avez pu accompagner dans le cadre des vaccinations HPV en lien avec les collèges peut-être. Donc techniquement, on voit bien que ce n'est pas encore toujours opérationnel, mais ça progresse. Donc on est quand même sur des gros financements dans le cadre du Ségur de la santé. Vous avez peut-être aussi vu une évolution de votre solution par les éditeurs qui justement essayent de rendre l'outil intégré à votre logiciel de gestion de cabinet, ces choses-là. Et on a aussi, hélas, cette nécessité de partager de la donnée qui est une obligation réglementaire. Donc, héritage de la loi Kouchner pour l'accès à ces dossiers de santé, mais aussi nécessité donc pour les professionnels de santé de partager par voie numérique certains éléments. Donc là, il y a quelques contraintes en termes de temporalité, mais on espère surtout qu'il y aura une adhésion au dispositif au-delà des enjeux réglementaires, que tout le monde y retrouve aussi un intérêt. Donc ce potentiel, on a évoqué sa dimension donc, de simplifier le parcours santé. On a parlé de coopération ce matin, ou cet après-midi aussi, peut-être pour des enjeux plus organisationnels, mais là, sur le partage des documents, ville-hôpital, le patient qui doit récupérer son dossier santé, c'est pas évident, aussi en termes de logistique associée. Donc, c'est sur 4 grosses catégories, des éléments intéressants en termes aussi de désignation donc, de la personne de confiance par les textes en cours sur la fin de vie, qui ont été momentanément interrompus dans le cadre des débats parlementaires. Mais c'est surtout donc, pour permettre ces accès à des tiers aussi qu'on a désignés soi-même, pour, si on n'est pas en capacité de pouvoir accéder à ces documents, y
donner la main, leur donner la main pour que cette spéléo administrative, parce que le classeur ordonné sur la table de la cuisine, vous avez certains patients très organisés, Marie Kondo, mais parfois c'est une autre team. Et est-ce qu'on a encore son dossier, son carnet de santé et papier de vaccination enfant Donc, par contre, sachez que cet outil, au-delà de la robustesse du dispositif, c'est aussi une matrice d'habilitation pour vérifier que ce sont seulement les personnes habilitées qui y accèdent. Et dans tous les cas, il y a une traçabilité des actions. Donc, on a évoqué tout à l'heure l'autonomie vis-à-vis du numérique. Donc, ESEA et l'assurance maladie vous accompagnent en Nouvelle-Aquitaine pour justement vous accompagner sur la prise en main de l'outil. Après, par contre, côté usager, on a bien conscience que tous ne sont pas en capacité d'être dans le numérique ou ne sont pas actifs. Et pour le coup, il y a quand même en France 11 millions de Français en situation d'électronisme. Donc on va essayer via des relais locaux, et auquel cas c'est plus un appel à mobilisation pour que vous puissiez identifier dans vos territoires des acteurs type Maison France Service ou dans des accueils de mairie, des interlocuteurs qui seront en capacité d'aider le patient que vous souhaitez orienter pour qu'il active Mon Espace Santé, parce que vous y voyez un intérêt dans votre accompagnement. Donc, en lien avec notre coordonnateur au niveau régional, on va pouvoir porter un pool d'ambassadeurs qui, lors d'animations grand public ou de soirées que vous avez éventuellement, soit CPTS, soit MSP, justement, pouvoir identifier des interlocuteurs qui vont indiquer quelle est sa plus-value, comment activer, et surtout orienter vers... nous, on va porter cette cartographie de personnes habilitées à activer Mon Espace Santé pour vous soulager, parce qu'on a bien conscience que le temps soignant est déjà parfois plus mince. Donc, ces relais de proximité, on va vous mettre à disposition la cartographie fin d'année 2024. Merci pour votre écoute. Et s'il y a besoin, on peut activer Mon Espace Santé dans un stand dans l'espace. Merci beaucoup. Des questions, des réactions ? Bonjour, Marion Saint-James, je suis chargée de mission à l'ARS Nouvelle-Aquitaine et je voulais juste profiter de ce temps de parole et de cette réunion pour parler d'un projet régional qu'on mène en ce moment donc à l'ARS Nouvelle-Aquitaine avec l'assurance maladie, le RPS des médecins libéraux et le GIP ESEA sur la téléexpertise. Donc on a lancé un grand projet régional pour inviter les médecins de Nouvelle-Aquitaine de pratiquer la téléexpertise, de pratiquer les demandes d'avis via des outils numériques. Et pour ça, vous avez peut-être vu des communications sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une page internet qui a été créée, Téléexpertise Nouvelle-Aquitaine, avec un annuaire sur lequel il y a déjà 200 médecins experts qui sont inscrits et qui devraient vous permettre de trouver plus facilement des médecins requis pour demander des avis plus facilement et avoir accès rapidement à des avis médicaux et pouvoir envoyer plus facilement vos patients en consultation spécialisée. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Téléexpertise Nouvelle-Aquitaine, c'est la team Téléexpertise et on espère que vous serez tous bientôt inscrits dessus. Alors justement, il y a eu une remarque par rapport à ça, c'est que la multiplicité des plateformes de téléexpertise et de téléconsultation représente a priori un problème. On a bien conscience qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil de téléexpertise qui vous convient en tant que requis. Et en tant que requérant, forcément, ça multiplie potentiellement les outils de téléexpertise qui vont être potentiellement utilisés ou utilisables pour vous pour aller solliciter des avis. Côté grade ESEA, on est en train de travailler en fait, sur ce sujet aussi. On se rend bien compte que d'un point de vue technique, il y a des choses à faire pour vous faciliter la vie des professionnels de santé et organiser en fait un lien entre vos outils, votre SI, vos outils de gestion de cabinet et potentiellement les outils de téléexpertise qui peuvent être utilisés par les professionnels de santé qui vont offrir cette activité. Donc on a bien le sujet en tête. On est en train de travailler avec le national aussi en partie sur cette thématique et on espère pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles courant 2025. Oui, il se trouve que c'est moi qui avais posé la question, donc ravi d'entendre ça. Mais franchement, aujourd'hui, autant d'éditeurs de logiciels, autant de plateformes de téléconsultation. Donc c'est problématique, notamment lorsqu'on est requérant et donc on ne sait pas quelle plateforme utilise le requis.
et c'est une grosse difficulté pour nous. Je voudrais rebondir sur l'annonce faite sur l'annuaire des médecins. Là, ça, c'est très bien, mais j'aimerais pouvoir, moi, infirmier libéral, avoir accès à cet annuaire pour savoir quel est le médecin requis sur tel champ, etc. Donc, j'espère qu'ils ouvriront cet annuaire aux autres professionnels de santé. Ça serait facilitant pour nous, les paramédicaux. Oui, bien sûr. L'objectif, en effet, c'est de commencer par une première étape. Et bien entendu, il y a deux sujets dans ce que vous venez de partager. Il y a la question, en effet, de repérer l'offre, repérer l'outil qui est utilisé par le requis, et ensuite, derrière, pouvoir le solliciter facilement. Et sur ces deux points, en effet, on a bien le sujet en tête. L'annuaire de téléexpertise que partageait Marion Saint-James, c'est une première passe, c'est un premier pas vers un annuaire peut-être plus global et ouvert à tous les professionnels de santé. Tous peuvent le consulter, en effet. Vous pouvez, si vous le souhaitez. Voilà, donc juste pour préciser un peu les choses, l'annuaire, ça n'est pas un outil de téléexpertise, ça permet juste de trouver un expert et chaque expert peut annoncer quel est l'outil qu'il utilise. Donc en cliquant sur la fiche du médecin expert, vous avez accès à son outil téléexpertise, ce qui vous permet de faire votre demande directement dans l'outil. Vous pouvez créer votre compte, oui. Vous y êtes. Oui, vous pouvez accéder à l'annuaire avec votre numéro RPPS et trouver des médecins téléexperts et voir quel outil ils utilisent. Il y avait une question, est-ce qu'un infirmier formé peut utiliser n'importe quel outil de téléexpertise? Exemple, rétinographe. En tant que requérant, oui, potentiellement, un infirmier peut tout à fait utiliser des objets connectés pour faire une demande de téléexpertise. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, il faut qu'il soit formé, bien entendu, à l'utilisation de l'outil, de l'objet connecté. Mais ensuite, derrière, un infirmier peut faire une demande de téléexpertise sur n'importe quelle, je dirais, thématique à partir du moment où le patient en est conscient et que ça se fait, bien sûr, dans une coordination avec les professionnels de premier recours sur cet usager. Très bien, merci beaucoup. Il est temps à encore une question, bien sûr. Très très rapide. couper. Alors, la question exacte, c'est combien de médecins ont une activité exclusive de requis? Mais est-ce qu'il y a déjà des médecins qui ont une activité exclusive de requis? Alors, qu'est-ce qui est entendu derrière exclusive de requis? Pardon, je vous ai pas... Pardon. Tout à fait. Exactement. En fait, les conventions médicales précisent que l'activité de télésanté au global pour un professionnel de santé médicale ne doit pas dépasser 20% de son activité au global. Alors, il y a une petite mention complémentaire pour les médecins généralistes et leur patientèle. Aujourd'hui, ce seuil d'activité maximum a été levé pour les patientèles d'un médecin généraliste, mais potentiellement la téléconsultation au tout venant ne peut pas dépasser les 20% de ce seuil maximal d'activité au global sur une année. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est la même loi qui s'applique pour ces professionnels de santé qui ont en effet une activité complémentaire au sein de plateformes de téléconsultation, ce qu'on appelle des prestataires intellectuels, mais potentiellement, ils ne peuvent pas dépasser 20% de l'activité au global.